matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, le carnage qui continue près de Damas. Plus de 200 morts en 3 jours dans le secteur de la Ghouta, écrasés sous les bombes russes et syriennes. Nous allons vers un cataclysme, déclare le ministre Jean-Yves Le Drian, mais sans proposer quoi que ce soit pour stopper le massacre. Pourquoi cette impuissance internationale? Didier François en studio avec nous dans un instant. Sur les armes à feu, Donald Trump bouge un peu. Il annonce une régulation à la marge, mais dans l'opinion américaine, ça semble bouger beaucoup plus. Le mouvement Never Again, plus jamais monté par des lycéens rescapé de la tuerie de Parkland, prend de l'ampleur avec le soutien de Hollywood. Ce sera l'enquête du 8h avec Sonia Dridi. En France, Laurent Wauquiez revendique une parole libre. Il assume ses propos chocs, mais veut porter plainte contre ceux qui les ont diffusés. Wauquiez peut-il encore rassembler sa famille politique? Le député Éric Ciotti, secrétaire général adjoint de LR, sera notre invité à 8h15. Dans ce journal, le projet Asile-Immigration présenté ce matin. La grande misère d'une maternité de Marseille. Reportage édifiant à suivre. Les arrêts de travail en forte hausse. L'an dernier, ils ont coûté plus de 10 milliards d'euros à la Sécu, nous dira Daniel Fortin. Et puis le film événement aujourd'hui dans les salles, La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Une page blanche à en tête de l'UNICEF, un communiqué presque vide à propos des massacres de la Ghouta en Syrie, avec une seule phrase en forme de cri de désespoir. Aucun mot ne rendra justice aux enfants assassinés, à leur mère, à leur père et leurs proches. Fin de citation. Hier, les aviations syriennes et russes ont continué de s'acharner contre cette enclave rebelle. Au moins 100 civils tués, des hôpitaux bombardés, car ce ne sont pas des combattants qui sont visés, c'est la population elle-même, au point que certains observateurs parle d'une guerre d'extermination. C'est aussi ce que dit le docteur Amani, elle est pédiatre dans un hôpital de la Ghouta. Aude Ernuccio a pu la joindre sur place il y a quelques minutes. Ça fait 24 heures qu'ils nous bombardent sans arrêt. Ils ciblent les quartiers où il y a des maisons, les hôpitaux, les centres de soins. Les gens se cachent dans les sous-sols des bâtiments. Pour certains, ça fait au moins 3 jours qu'ils y sont. Nous, dans notre hôpital, on a eu presque 100 blessés par jour. En majorité, ce sont des enfants et des femmes, mais beaucoup meurent de leurs blessures dans les heures qui suivent. On travaille sans relâche depuis 3 jours. On n'a pas le temps de manger, on n'a pas le temps de dormir. Et on est en manque de médicaments, de matériel médical. C'est terrifiant. Vous savez, je ne sais plus quoi dire aux enfants qui arrivent en sang, effrayés pour les réconforter. Je n'ai tout simplement plus les mots. On fait ce qu'on peut pour travailler. Témoignage depuis la Ghouta pour Europe 1. Face à ces horreurs aux portes de l'Europe, la réprobation internationale paraît bien faible. Un communiqué du département d'État américain hier soir qui se dit extrêmement préoccupé. Une déclaration du ministre français Jean-Yves Le Drian pour déplorer un possible cataclysme. Didier François, on peut dire que c'est la présence de la Russie qui paralyse toute action internationale? Clairement, oui. Sur le terrain, on a un engagement militaire russe massif, puissant, qui a totalement inversé le rapport de force dans la guerre civile syrienne, puisqu'il a donné la victoire à Bachar el-Assad. Et cette victoire militaire est aujourd'hui totalement intégrée, que ce soit dans les calculs des dirigeants politiques ou dans nos têtes d'ailleurs. On le voit bien depuis la reprise d'Alep, avec exactement les mêmes méthodes que celles utilisées aujourd'hui dans la Ghouta. Bombardement des hôpitaux, coupure d'eau, d'électricité, blocage de l'aide humanitaire. Alors, ce qui est quand même, du point de vue du droit international, des crimes de guerre, mais qui semblent considérés comme une façon presque normale de faire la guerre quand il s'agit des Russes, parce que personne en fait n'envisage sérieusement de leur tenir tête sur un plan militaire. En fait, tout le monde espérait qu'ils se montrent magnanimes dans la victoire et qu'ils imposent à Bachar el-Assad une manière un peu plus humaine justement de combattre, mais la réalité c'est qu'ils n'en ont strictement rien à faire. La Russie a imposé un rapport de force qui lui laisse les mains libres pour défendre ses intérêts stratégiques, sans la moindre concession. Ils vont d'ailleurs jusqu'à bloquer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'aide humanitaire. Il y a eu une vingtaine de vétos en tout ces dernières semaines. Et parce qu'en fait ils visent 2 objectifs, maintenir Bachar au pouvoir et empêcher les Occidentaux de se mêler de la question syrienne, et ça, quel que soit le prix à payer par la population civile. Didier François, merci. Europe 1, il est 8h04. Je veux reconstruire la droite, j'ai commencé à le faire, déclare Laurent Wauquiez, mais son interview hier soir sur BFM a plutôt eu l'effet inverse, avec 4 nouveaux départs de son parti annoncés dans la foulée. L'ancien ministre Dominique Bussereau, la députée européenne Elisabeth Morin-Chartier, le maire de Thionville, Pierre Cuny, et l'ancien député de Lyon, Emmanuel Hamelin. Laurent Wauquiez qui a assumé ses propos chocs, sauf ceux qui concernent Nicolas Sarkozy et aussi Valérie Pécresse. C'était une plaisanterie, dit-il. Il s'est vanté de parler vrai tout
tout en se plaignant que ce parler vrai ait été diffusé. Il va saisir la justice et le CSA. On en reparle avec notre invité après ce journal, Éric Ciotti. On verra aussi ce que dit le député des Alpes-Maritimes et spécialiste des questions de sécurité du projet Asile et Immigration qui sera présenté ce matin au Conseil des ministres. Projet qui prévoit des délais plus courts pour traiter les demandes d'asile, mais aussi des procédures d'expulsion facilitées. Le gouvernement a également promis de réduire de 9 à 6 mois l'interdiction de travailler qui pèse sur les demandeurs d'asile, en considérant que faciliter l'emploi des réfugiés est un vecteur d'intégration, à l'instar d'une réfugiée congolaise de 36 ans, Corinne, rencontrée par Caroline Philippe. À son arrivée en France, Corinne pense être au bout de ses peines. La jeune femme a fui les persécutions dans son pays, la République démocratique du Congo. Mais ce n'est que le début des galères. Il lui manque un simple bout de plastique, une carte, un titre de séjour auquel elle a pourtant droit en tant que réfugiée. Sans ce document, impossible d'être embauchée. J'ai eu plusieurs propositions, mais ce qui a toujours bloqué, ça a été le fait que je n'avais pas la carte imprimée. Pendant 4 ans, votre vie est en suspens, vous ne pouvez pas vous investir dans un pays, vous ne savez même pas si vous allez rester. On est un peu contraint de vivre comme une citoyenne de seconde zone. À force de persévérance et avec l'aide d'associations, elle finit par décrocher un CDD d'1 an dans une grande compagnie d'assurance. Et là, c'est tout son quotidien qui bascule. On reprend confiance en soi. En travaillant, ça m'a permis de créer de nouveaux liens, d'avoir une autonomie financière, de ne plus dépendre, d'avoir un logement pérenne. C'est aussi un travail de cicatrisation. Ça vous permet d'oublier tout ce que vous avez vécu parce que vous passez à autre chose. Aujourd'hui, elle rêve d'un CDI qui faciliterait sa naturalisation. À ses yeux, l'ultime étape de son intégration en France. Reportage de Caroline Philippe. Et voici à présent l'histoire d'un hôpital qui demande la charité. Nous sommes à Marseille, où le maire Jean-Claude Gaudin est allé en personne hier se plaindre du manque de moyens des établissements de sa ville. C'est surtout vrai pour la maternité de l'hôpital de la Conception. 3500 accouchements par an, dont les locaux sont d'un autre temps. Voici 15 ans que le service attend d'être déménagé. Nathalie Chevance. Dans la petite salle d'attente, il n'y a plus de couleur au mur depuis bien longtemps. Ici, tout est décrépit, voire délabré. Il y a même des trous dans le sol. Consternation pour cette future maman qui découvre les locaux. C'est pitoyable. Moi j'ai l'impression d'être au fin fond d'un pays sous-développé. Le sol a été défoncé et on voit le béton en dessous. C'est très triste. Un peu plus loin dans les couloirs, une patiente décrit sa chambre. Ça fait penser aux prisons qui sont les salles abandon. Il y a tout qui est décollé par terre, de la moisissure. Je ne vais même pas prendre ma douche. Ce matin je me suis lavée au lavabo. Tout qui se décolle. Psychologiquement, c'est vrai que ça donne pas envie. Il faudrait vraiment faire quelque chose parce que c'est plus possible. Indigne aussi de travailler dans des conditions pareilles, souligne avec pudeur le personnel soignant. On a honte. Travailler, montrer ses chambres aux patients, après porte plainte. Ça donne pas envie d'accoucher ici. On a des soins de qualité et c'est dommage que les locaux soient dans un tel état. Seule solution, tout raser pour reconstruire, redistribuer les enveloppes budgétaires pour pallier l'urgence, pour acheter par exemple de nouveaux berceaux aux roues défoncées. Serge est délégué Force ouvrière. Tout à refaire. On n'attend qu'une chose, que l'État veuille bien donner l'argent pour aider à construire une vraie maternité avec de l'eau chaude pour les malades, du matériel en bon état. C'est incompréhensible. Et les personnels se rassemblent ce matin dans le hall de la Conception pour lancer un appel à l'aide. Nathalie Chevance à Marseille pour Europe 1. 8h09, la suite du journal, Patrick Cohen. Dans ces États-Unis encore traumatisés par les 17 morts de la tuerie de Parkland en Floride, c'est une inflexion, pas un revirement. Donald Trump vient de promettre de faire bouger un peu la législation pour interdire les bump stocks, ces mécanismes qui permettent de transformer des armes légales en fusils semi-automatiques capables de tirer des centaines de balles à la minute, jusqu'à 9 balles par seconde, système utilisé par le tireur de Las Vegas qui avait fait 58 morts en octobre. Pas sûr tout de même que cela suffise à calmer le mouvement naissant des étudiants de Floride, Never Again, mouvement qui peut compter sur le soutien d'Hollywood. George Clooney, Steven Spielberg, Oprah Winfrey ont annoncé leur aide. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Sonia Dredi. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous êtes aux États-Unis pour Europe 1. Vous avez le sentiment que pour une fois, les choses sont en train de bouger? Oui, dans la rue, mais aussi dans les médias et même chez les pro-armes, c'est une défiance qui monte depuis quelques jours, un coup de pression contre le célèbre lobby des armes, la NRA, principal obstacle aux États-Unis à un contrôle de la vente d'armes. Il y a même dans le camp de Trump des républicains qui ont rejoint ce nouveau mouvement, Never Again, plus jamais ça, et notamment une figure phare, Elle Hoffman, ce promoteur immobilier de Floride a donné des millions de dollars au parti ces dernières décennies, mais il a annoncé qu'il ne subventionnerait plus les élus s'ils ne le soutiennent pas dans sa nouvelle bataille contre la vente des armes de guerre. Dès que j'ai entendu parler de la tragédie, mon cœur s'est brisé.
Alors j'ai décidé de contacter tous les donateurs républicains pour qu'ils soutiennent une loi interdisant la vente des fusils d'assaut. Sur Internet, une vidéo fait le buzz. On y voit une Américaine qui détruit son arme, des images virales et un mouvement étudiant qui grossit. Ils sont en première ligne et expriment leur rage tous les jours depuis cette fusillade. Des étudiants très mobilisés, c'est quasi inédit après une telle tuerie. Oui, beaucoup voient dans ce phénomène un tournant, car jusqu'à présent, seuls quelques démocrates osaient dénoncer le puissant lobby des armes et les étudiants défient avec virulence Donald Trump. On a beaucoup vu sur les écrans le visage d'Emma Gonzalez, 18 ans, nouvelle icône du mouvement. Si le président veut venir me dire en face que c'était une terrible tragédie, eh bien, je lui demanderai avec plaisir combien il a touché de la NRA. Plus remontés que jamais, ils ont appelé à une grande marche le 24 mars à Washington, un mouvement qu'ils espèrent fédérateur. D'ici là, Trump a accepté de recevoir certains élèves aujourd'hui à la Maison-Blanche pour tenter d'apaiser leur colère. D'autres vont manifester devant le siège du Parlement de Floride avec un message clair pour les élus. Si vous ne voulez pas sauver la vie d'enfants innocents, on vous dégage avec nos votes. Alors Patrick, il y a une nouvelle dynamique, c'est sûr, mais avec 85 armes pour 100 habitants, être armé fait partie de la tradition aux États-Unis, à tel point que des Américains ont préconisé d'armer les professeurs et les élèves pour mieux se défendre plutôt que de dire non aux armes. L'enquête du 8h avec Sonia Dridi aux États-Unis pour Europe 1. En France, les arrêts maladie en forte hausse. C'est un phénomène qui inquiète le gouvernement. Daniel Fortin, les indemnités pour arrêt de travail ont beaucoup progressé en France et le rythme s'accélère. Oui, la hausse a été de 5% en 2017 et de 8% en janvier. C'est un rythme élevé. Du coup, la caisse d'assurance maladie tire le signal d'alarme. Les sommes versées pour les arrêts de travail dérapent beaucoup trop. Elles ne respectent plus l'objectif global d'évolution des dépenses de santé. Il est fixé par la loi à 3,2%. Alors, c'est un phénomène que l'on observe depuis 2014, mais loin de ralentir, il continue au contraire à accélérer. Comment explique-t-on cette dérive ? Eh bien, c'est tout le problème. Il n'y a pas d'explication claire. L'une d'elles est que l'activité repart, donc il y a plus de gens au travail, donc plus de gens susceptibles de s'arrêter. On pointe aussi le laxisme grandissant des médecins, au point d'imaginer des mesures de pédagogie, voire de coercition, pour les inciter à se montrer plus fermes face aux demandes des patients. Médecins qui naturellement rejettent cette critique. Et puis, il y a ceux qui évoquent des conditions de travail dégradées, notamment pour les cadres, de plus en plus dépendants de leurs outils numériques. C'est le fameux burn-out tellement à la mode. Là encore, aucune statistique ne permet de le démontrer. La seule chose qui est certaine, c'est que nous sommes face à un vrai sujet qui n'est pas seulement économique et il va falloir le traiter. Daniel Fortin des Échos, merci. En Gironde, l'adolescent de 15 ans qui avait tué accidentellement un gendarme au guidon de sa moto à Belin-Bélier a été retrouvé mort aux côtés de son père dans un bois près de leur domicile. Alors que les juges devaient décider hier du placement en détention du jeune garçon, il semble que le père a tiré sur son fils avant de retourner l'arme contre lui. Terrible histoire qui aura donc fait 3 morts et endeuillé 2 familles. Europe 1, il est 8h13. Les JO, pas de médaille française ce matin en ski cross. C'est une déception après le triplé historique il y a 4 ans. Aucun Français n'a réussi à se hisser en finale. Et puis ça s'annonce comme le film événement des prochaines semaines. Lion d'or du Festival de Venise. Déjà 13 nominations aux prochains Oscars. La forme de l'eau débarque aujourd'hui dans les salles françaises. C'est la nouvelle fable du réalisateur mexicain Guillermo del Toro. Mathieu Charrier, vous l'avez vu. Visiblement, vous avez apprécié. La forme de l'eau est une romance fantastique, onirique. Nous sommes dans les années 60. Elisa, jouée par Solé Hawkins, est une femme de ménage muette, mais pas sourde. Elle travaille la nuit dans un centre de recherche spatiale américain et un jour, Elisa découvre que des chercheurs viennent de capturer une créature amphibienne, sorte de grenouille géante, d'humains recouverts d'écailles. Cette créature est intelligente, capable de langage. Évidemment, cette créature ne parle pas, mais elle et Elisa vont réussir à se comprendre, à échanger et même à tomber amoureux. Il me voit tel que je suis. Alors le jour où Elisa apprend que ce gentil monstre va être exécuté, elle décide de le sauver, de le recueillir chez elle, dans sa baignoire. Voilà, c'est un cinéma tendre, dans une ambiance aquatique. Guillermo del Toro aime ses personnages et donc nous aussi. On pense bien sûr à La Belle et la Bête ou à l'univers de Jean-Pierre Jeunet dans Amélie Poulain par exemple. Jeunet qui accuse Guillermo del Toro de plagiat. Écoutez ce qu'il lui répond. J'en étais pas conscient. Je me suis inspiré de Terry Gilliam. Et Terry Gilliam influence Jeunet et Caro. Il y a peut-être un peu de ça. Et La forme de l'eau est en tout cas un film d'amour, un conte puissant sur l'échange, la façon de communiquer. On en sort tout simplement heureux. Mathieu Charrier, merci. Europe 1.